Un flic qui en 43 a conservé sa place dans une police totalement dominée par la SS, il fallait qu'il soit capable de montrer patte blanche. De participer un peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais. Mais ça voulait pas dire qu'il adhérait. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres et qui a des génériques qui partent dans tous les sens. Qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, ravi de vous retrouver. Je reçois aujourd'hui Régis Descotte. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, mais très bien, merci. Vous êtes journaliste et depuis 20 ans, vous vous consacrez à l'écriture de polars. Vous êtes là pour publier un nouveau livre qui s'appelle Topographie de la Terreur aux éditions de l'Archipel. Topographie de la Terreur, c'est un musée à Berlin aujourd'hui. Hein. Oui, c'est un musée, c'est un lieu de mémoire et d'exposition qui a été bâti à l'endroit où se trouvait le siège de la Gestapo et des services de sécurité du Reich, donc les endroits de la terreur. Et c'est un lieu qui a été très important pour moi dans le cadre de ma documentation. Mmh. Et alors aujourd'hui, il y a vraiment des points qui regroupent quoi comme lieu historique ? Il y a le siège il y avait quoi, le siège de la Gestapo ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a le siège de la Gestapo et le Reichssicherheitsamt, qui est le siège des services de sécurité de l'État. Mmh. Il y a le siège de la SS aussi qui se trouvait à cet endroit. Tout ça a été rasé. Bombardé puis rasé après la guerre. C'était Prinz Albrecht Strasse et la rue était rebaptisée depuis, parce que pour oublier un peu. Vous parlez bien allemand ? Je me suis remis à l'allemand. Pour justement pour pouvoir me documenter. C'est un roman historique, un thriller historique. Comment vous... Oui. Ça se passe à Berlin, intramuros, en 1943. Ça commence avec la fabrication, qui est la rafle des usines et des ateliers, et ça se termine le soir de Noël. Donc c'est vraiment sur une petite année, et c'est historique en ce sens que il y a énormément de personnages réels que les personnages fictifs croisent, que ce soit des directeurs d'administration de la mort, des clandestins, des flics, voilà. Donc j'ai voulu être au plus proche de la réalité. Et ça se termine au moment où Berlin commence à être sérieusement bombardé. 43, c'est le tournant. C'est après Stalingrad. Après Stalingrad, oui, qui est la grosse défaite en Russie pour l'Allemagne, qui a coûté environ 600 000 hommes. Et tous les spécialistes savaient qu'à partir de là, l'Allemagne ne pouvait plus gagner la guerre, que la défaite était programmée. Restait à savoir combien de temps ça allait durer. Et il se trouve que Goebbels, ministre de la propagande, a réussi à mobiliser l'ensemble de la population dans ce qu'il a appelé la guerre totale, Totalkrieg en allemand. Donc c'était les femmes dans les usines, de préférence d'armement, et tous les hommes au front, de plus en plus âgés, de plus en plus jeunes. À la fin, ceux qui défendaient Berlin, là on est en 45, il y avait des vieillards et puis des jeunes ados. Vous démarrez d'ailleurs votre livre avec un discours extrait d'un discours de Goebbels. Hein. Le discours, ce fameux discours du Sportpalast, au cours duquel il appelle à la guerre totale. Et à la fin du discours, il pose une série de questions à la foule, et qui sont des questions... Aux gens, est-ce que vous êtes prêt à travailler 12 heures par jour si on vous le demande ? 12 heures, voire 14, voire 16 heures. Est-ce que vous êtes prêt... est-ce que vous êtes d'accord pour que ceux qui profitent de la guerre le payent de leur vie ? Et à chaque fois, la foule répond en hurlant « Ya », c'est-à-dire « oui », avec enthousiasme. Alors c'est une figure du monde du jeu vidéo qui vous a ouvert les portes de sa bibliothèque consacrée au Troisième Reich. Qu'est-ce qu'on y trouve dans sa bibliothèque ? Énormément de livres d'histoire, de biographies, que ce soit ça peut être Churchill, ça peut être Goebbels, ça peut être Hitler, ça peut être Göring, des livres sur la campagne de Russie, sur l'ensemble des forces en présence, des romans également, des livres des livres illustrés avec des photos, ce qui est très utile, un livre qui m'a été très utile et qui recense les lieux que l'on peut encore visiter à Berlin sur les traces des nazis, que ce soit le studio photo du photographe officiel d'Hitler,
que ce soit l'endroit où se trouvait justement le Sportpalast, qui a été détruit, la topographie de la terreur, des tas d'administrations de nazis. Moi, il m'a été très 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 utile pour mon livre. Il est question à un moment d'un asile qui se trouve tout au nord de Berlin. Ça, c'est la passion de votre vie, les asiles. Hein. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur la psychiatrie. Ouais, beaucoup. Enfin, vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Mm-hmm. Et donc cet asile, vous l'avez retrouvé dans les notes Tout à fait, je suis allé le voir. Il est toujours debout, il est toujours en activité. Toujours aussi sinistre, dirais-je. Mais pour moi, c'était très passionnant, essentiel de pouvoir ancrer mon travail d'écriture sur cette réalité. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez dire de plus sur une époque quand même qui a été énormément traitée ? Alors je le savais en effet. Là, on est quand même sur un terreau qui a été exploité aussi bien en littérature et au cinéma. C'était le risque. Ouais. J'en avais parfaiement conscience. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? D'abord, je voulais écrire un livre sur le courage. Ça, c'est le point de départ de ce livre. Il ne faut pas perdre de ça. Il ne faut pas perdre de vue le courage de ceux qui résistent. Le courage de ceux qui résistent. Au système. Le courage de l'individu face au système. L'individu isolé, ou les individus isolés, chacun dans son coin. Là, en l'occurrence, le personnage principal, qui est commissaire de la Kriminalpolizei, mais qui n'est pas nazi, qui doit d'avoir conservé sa place à ses états de service pendant la Première Guerre mondiale. Et là, vous allez vite en besogne, hein, parce qu'il est plus complexe que ça, quand même, dans sa personnalité. Oui, mais il fallait qu'il soit complexe. Oui. C'est compliqué, quand même, il n'est pas resté commissaire sans participer, quand même, à quelques sales boulots, quand même. Absolument, contre son gré, mais c'était difficile d'en faire un héros, un chevalier blanc. C'est un peu compliqué. Un flic qui, en 1943, a conservé sa place dans une police totalement dominée par la SS, il fallait qu'il soit capable de montrer patte blanche, de participer un peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais. Mais ça ne voulait pas dire qu'il adhérait. C'est aussi un moyen. D'abord, comme tout le monde, il a besoin de gagner sa vie. Et puis c'était aussi un moyen de se dire, peut-être qu'en restant à cette place, je pourrais avoir un rôle de résistant. J'aurais davantage de pouvoir en étant flic qu'en démissionnant. Au moins, peut-être que je vais pouvoir agir. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans la première scène. Donc, il s'agit d'une rafle. Il sauve. Et il aide. Il sauve un tailleur. Il aide un tailleur à se cacher. C'est un tout petit geste, mais c'est malgré tout, il participe au sauvetage de cet homme. Un tailleur juif, oui. Un tailleur juif, oui, c'est la grande rafle des Goebbels, donc, avec cette fabrication, a voulu débarrasser Berlin de ces derniers juifs. Qui travaillaient donc dans les usines d'armement. Là, en l'occurrence, c'était les tailleurs. C'était un tailleur d'uniforme, ouais. L'atelier Visoki, qui a existé là aussi. Donc dès le début, je suis collé à la réalité. Et qu'est-ce que vous vouliez dire de plus ? Parce qu'effectivement, il y a cette l'horreur dans l'horreur. Hein. On se rend compte que les nazis se sont fait la main sur les malades psychiatriques. Oui, alors voilà, pardon. C'était ça. Le roman sur le courage. Et ensuite, lors d'un voyage à Berlin, il y a une douzaine d'années, je suis tombé sur le mémorial de l'action T4. L'action T4, c'est le programme d'euthanasie de masse. T4, c'est un nom de code pour Tiergartenstrasse, c'est-à-dire la rue du Tiergarten. 4, c'est le numéro de l'adresse. C'était un hôtel particulier qui se trouvait dans cette rue face au grand parc qui est au cœur de Berlin, un hôtel particulier très chic qui auparavant avait abrité une maison de vente aux enchères et qui avait été réquisitionnée par les nazis. Et donc dans cet hôtel particulier, il y avait un certain nombre de psychiatres, plus tout un personnel, et ces gens-là statuaient sur dossier du sort des malades mentaux. Donc ils recevaient des dossiers de tous les asiles d'Allemagne, c'était centralisé dans cet hôtel, et ils avaient droit de vie et de mort sur ces gens en fonction de l'aptitude au travail. Donc quand je tombe, il y a une douzaine d'années, sur ce mémorial, je suis quand même très
très choqué. C'est une histoire qu'on connaît moins. Et en plus, on la connaît quasiment pas. Ouais. Et c'est là que j'ai pu me démarquer, si je puis dire. C'est que ça n'avait quasiment pas été traité. Par exemple, Philippe Kerr, qui est le grand romancier de cette période, qui avait aussi pour héros un commissaire ou un ex-commissaire de la Kripo à Berlin. Alors la Kripo, c'est le... Kriminalpolizei, voilà. Police criminelle. C'est la crime, la crime allemande. La crime allemande. Ouais. Il a écrit, je crois, une quinzaine de romans sur la période, mais il n'a pas traité l'action T4. En gros, il y avait une équation qui disait on va faire des économies, quoi. Un malade mental, ça coûte cher au système, donc on va les... Ah ben les nazis, c'était vraiment le régime de la performance. Et il fallait chasser les bouches inutiles, les vies inutiles. Ils avaient une expression assez terrible pour ces gens-là, c'était les Ballast Existenzen, c'est-à-dire les existences ballast. C'est quand même assez effrayant. Et il calculait parfaitement le coût de chaque personne. Ce que ça coûtait par jour. Exactement, voilà. Le coût journalier. Donc vous multipliez par le nombre de personnes inaptes au travail et combien est-ce que ça coûtait chaque jour et chaque année au Reich. Et comment est-ce que cet argent pourrait être tellement mieux employé ailleurs. Bon, on va écouter un premier morceau qui illustre un petit peu l'ambiance de votre roman. Je ne dirai pas le titre parce que c'est très allemand, on pourrait le retrouver en français. C'est un document d'époque, ça doit être 1930, peut-être juste oui, c'est entre 30 et 40. Alors on va écouter. Alors c'est burlesque, bien sûr. C'est une chanson après la Première Guerre mondiale, en gros. Oui, vous l'avez chiné, ce morceau. Oui, je l'ai chiné, j'ai cherché. Mais je m'ennuyais un peu, donc mais je comprends pas l'allemand. J'ai regardé la traduction après des paroles. Oui, Berlin, c'était une ville de cabaret, donc là, on est typique dans ce type de morceau. Voilà. Oui, tout à fait. Ils étaient déguisés en squelette, en fait. Tout à fait. Oui, il y avait... j'oublie ce nom, le cabaret, ta danse et celle de la mort, Totentanz. Oui, c'est ça. Berlin, ton danseur, c'est la mort. Voilà. C'est ce que ça donne en traduction, à peu près. Ils étaient déguisés en squelette, et puis voilà. C'était un cabaret qui était fréquenté par notamment le service diplomatique britannique. C'était en plein cœur de Berlin. Un cabaret qu'on retrouve dans votre livre, parce qu'il a un rôle dans l'intrigue. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Finalement. Mais c'est ça. En fait, j'ai voulu dans ce livre, parce que vous disiez tout à l'heure que cette période a été tellement traité. Oui. Et qu'est-ce que j'avais... Et on l'a beaucoup vu. Et on l'a beaucoup vu. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais apporter de plus? Alors, j'en avais parfaitement conscience, encore une fois. Donc, j'avais l'action T4, j'avais cette idée de courage. Et puis, j'ai commencé à creuser. Et j'ai été vraiment fasciné par le totalitarisme. C'est-à-dire qu'un système politique dans lequel chaque aspect de l'existence était pris en compte. À un moment, dans le livre... Je parle de ces exercices d'algèbre qu'on donnait aux écoliers. Justement en parlant d'économie. Donc calculer mais justement sur ces vies inutiles, qu'est-ce que ça coûtait à la société, ou il faut tant de gaz, tel volume de gaz pour gazer une ville de tant d'habitants, donc combien, faites le calcul. Enfin, quand on en arrive à ce type de détails, d'endoctrinologie, on voit le délire. Enfin, c'est effrayant. Il y avait la prière au Führer le matin. La prière au Führer, exactement. La prière au Führer qui était calquée sur le Notre Père. Et donc certains parents faisaient réciter à leurs enfants, sans doute aussi dans les écoles. Voilà, et on parle d'un thriller coup de poing aujourd'hui, ça s'appelle Topographie de la terreur. Son auteur est avec nous aujourd'hui, il s'appelle Régis Descott et vous vous êtes replongé dans le Berlin des années 43-44. On est après, vous le disiez tout à l'heure, la défaite de Stalingrad et votre héros s'appelle Gerhard Lenz. Alors il s'appelle Gérard à cause d'un Français ou grâce à un Français? Gérard de Nerval, parce que sa mère traduisait le français en allemand. Et il y avait un faible pour les ouvrages de Gérard de Nerval. Donc elle a poète, enfin voilà. Elle a germanisé ce prénom pour le donner à son fils.
Alors, on parlait de résistance et de savoir, parce que personne ne sait comment on réagirait dans des situations pareilles, mais sa mère, elle, c'est vraiment une résistante. C'est une résistante, elle va cacher un clandestin juif, elle va prendre le risque de le cacher chez elle, et le risque, il était mortel. Si elle était dénoncée, elle risquait la peine de mort, enfin c'était quasi automatique. Donc il fallait vraiment une bonne dose de courage et d'altruisme. Donc c'est vrai, c'est une véritable opposition au régime, au pouvoir en place. Oui, et idéologiquement, elle n'a pas basculé. Ah ben non. Il y avait pas mal d'Allemands qui étaient... il faut savoir que les nazis n'avaient pas réellement la majorité quand ils ont accédé au pouvoir. Il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient opposés. Alors, il y a eu le miracle économique que les nazis ont provoqué. Et puis, il y a eu les premières victoires sur la Pologne et puis sur la France. C'était une victoire éclatante et colossale. Donc, Hitler a été reçu, mais de façon triomphale à Berlin après l'invasion de la France, qui était une victoire tellement éclair, tellement inattendue. Il était lui-même le premier surpris. Donc, il avait une aura énorme et il a rallié derrière sa politique, beaucoup d'Allemands à ce moment-là. Mais il y en avait encore une proportion très très importante qui était tout à fait opposée à cette politique et qui était révulsée par le personnage, par sa politique, par la clique qui l'entourait. Et la mère de mon flic, elle faisait partie de ces gens-là. Donc il y avait des gens qui étaient opposés, qui restaient dans leur coin sans dire un mot, qui essayaient de raser les murs. Là, en l'occurrence, un de ses fils lui demande de cacher un clandestin chez elle. Et elle accueille ce clandestin sans la moindre hésitation, parce qu'elle a aussi une maison qui s'y prête, une maison un petit peu isolée. Ça aussi, c'est le fruit de mes lectures, de ma documentation. Et il y avait un problème d'ailleurs pour ces gens-là. On disait qu'il fallait, en gros, une petite dizaine d'Allemands pour cacher, pour permettre à un clandestin de vivre et de survivre à Berlin. Il fallait quand même un certain nombre de complicités. Et quand un de ces clandestins mourait chez les gens qui l'hébergeaient, c'était un énorme problème. Ce qui est le cas dans le livre, puis à un moment donné, il faut se débarrasser du corps. Exactement. Parce que, ça, c'est quelque chose qui m'a été inspiré par mes lectures. Donc c'est arrivé, évidemment. Votre héros, donc, Gerhard Lenz, qui est commissaire, il s'ennuie un peu parce que des crimes, il y en a quand même moins à cette période. Et là, subitement, arrive une affaire avec une scène de crime qui le fascine. Qu'est-ce qui le fascine dans cette scène de crime ? C'est la mise en scène. D'abord, comme vous venez de le dire, des crimes, il y en avait moins. La criminalité avait été quasiment éradiquée. En fait, la criminalité, elle était d'État. C'était les criminels, c'était les gouvernants. Mais ils avaient entièrement nettoyé la société d'une façon radicale, avec des camps d'internement, des internements de protection, comme ils disaient. Donc il n'y avait plus de pègre. Et lui, donc mon personnage, il est habitué à participer à des rafles ou à aller vérifier des lettres de dénonciation. Et là, tout à coup, il se retrouve avec une scène de crime ritualisée, un personnage un psychiatre qui est ligoté à sa chaise et saigné à blanc, avec les pieds dans la bassine. Les pieds dans la bassine, donc comme pour un porc. Ce qu'on pratique dans les fermes pour ensuite faire du boudin, et avec des papiers dans la bouche, voilà. Donc pas dire plus. Non, évidemment, la scène est fascinante. Et ensuite, il y a la personnalité de cette victime qui travaille pour l'action T4, donc le programme d'euthanasie de masse, qui était un programme qui a été, dans la mesure du possible, tenu secret par les autorités, parce que là ça touchait pour le coup, ça pouvait toucher toute famille allemande qui avait parmi ses membres un malade mental, quelqu'un physiquement incapable de travailler. Donc il fallait éviter les protestations de la population. Et donc c'est l'occasion pour mon personnage
et pour le lecteur de découvrir cette action T4, ce programme. On va écouter un deuxième extrait musical, Monde à la technique. On va écouter la première chanson. On va voir si vous reconnaissez de quoi il s'agit. Est-ce que vous avez trouvé? Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, c'est ça. C'était trop facile. Ouais, vous avez mis un peu de temps quand même. Hein. Oui, quand même. Vous me disiez que vous avez assisté à la première d'un autre film légendaire qui s'appelle Le Silence des agneaux. Alors, Vol au-dessus d'un nid de coucou, pour les jeunes générations qui nous écoutent, qui n'ont pas vu ce film de Miloš Forman avec Jack Nicholson. Jack Nicholson. Et l'infirmière qui est quand même... Miss Ratched, si mes souvenirs sont bons. C'est Miss Ratched. Et Jack Nicholson qui se fait interner pour éviter une peine de prison. Mm-hmm. Et ça va mal se passer pour lui. Mais c'est un film magnifique, très fort. Louise Fletcher, c'était l'actrice qui jouait l'infirmière. Alors, un de vos films préférés, c'est Chinatown. Chinatown. C'est Chinatown, oui, avec Jack Nicholson aussi. Aussi, oui. Ouais, aussi. Et Feuille de Noé. De mémoire. Mais qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous attire dans l'univers psychiatrique? Alors, la folie, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la faille, c'est la fragilité. Je considère que tant que l'être humain parvient à conserver sa raison, il est encore debout, il n'a pas encore tout perdu. S'il perd sa raison, s'il verse dans la folie, là pour moi il perd tout. Et je pense que c'est pas mal de gens, et la proportion des gens qui seraient susceptibles de plonger est sans doute plus importante qu'on ne le croit. Vous êtes marié avec une psychiatre? Non. Je me suis posé la question, je me suis dit, pas possible. Non, je suis pas marié à une psychiatre, je suis marié à une céramiste. Oui, rien à voir. Rien à voir. Alors la céramique, c'est le travail de la terre et permet on propose ça en thérapie. Justement en thérapie. Mais j'ai rencontré une psychiatre par l'école de nos enfants. C'était la mère d'un ami de notre fils aîné et qui est psychiatre. Actuellement, elle dirige le service psychiatrique de la prison de Fresnes. Et c'est elle qui m'a ouvert les portes de cet univers. Donc, parce que c'était pas mal d'avoir un guide. Il y a la folie meurtrière, mais voilà. Hitler était fou, de toute façon. Hitler était fou. Et donc, encore une fois, sous le Troisième Reich, c'était pas le seul. C'était le premier d'entre eux, mais Himmler était pas mal non plus. Goebbels, sans doute. Et puis, des tas d'autres beaucoup moins connus. Mais la santé mentale, on sent... d'abord, parce que c'est la colonne vertébrale de votre œuvre, quasiment. À force, oui. De beaucoup de romans que vous avez écrits. Oui, à commencer par Pavillon 38, ce thriller psychiatrique. Oui, absolument. Je vous dis, il y a cette fascination pour la fragilité, la vulnérabilité de l'être humain. Borderline. Je pense que l'existence n'est pas toujours facile. Elle est moins pour certains que pour d'autres, comme toujours évidemment. Et ça me fascine, c'est l'abîme jusqu'où est-ce qu'on peut plonger. Votre héros, il n'est pas fou, hein, mais c'est quelqu'un qui chemine plutôt. Son enquête le fait cheminer parmi les administrations de la mort, et ça va lui permettre de croiser un certain nombre de personnages, tous plus sinistres les uns que les autres, mais aussi des résistants, des gens qui cachent des clandestins. J'évoque un moment dans le roman l'église suédoise, à Berlin, dont les deux pasteurs successifs avaient monté un réseau d'aide aux clandestins. Ils se sont opposés, ce sont les premiers qui se sont opposés quand ils ont connu ce qui se passait, notamment sur le fait d'exterminer les fous. Ce sont les premiers à s'élever. Oui, en tout cas de façon assez très organisée. Ils ont même monté tout un convoi de trains à destination de la Suède, en cachant plusieurs dizaines de clandestins dans des caisses qui étaient destinées à abriter des meubles. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que face à cette église suédoise dans Berlin, il y avait un commissariat. Et dans ce commissariat, ça c'est la réalité, ce dont je parle, il y avait au moins 2 fonctionnaires de police
qui étaient complices, qui savaient ce qui se passait en face dans l'église et qui aidaient, qui fournissaient des faux papiers. Donc en fait, la résistance, elle pouvait être partout. Mais comme il y avait un danger, un risque de mort, d'exécution, il faut savoir que je parle du tribunal du peuple, il y avait une moyenne de 5 à 6 condamnations à mort par jour, en 43 notamment, ou en 44. Donc, vous étiez obligé de vous taire, de garder vos idées pour vous. Et le régime, ce régime de la terreur a pu durer comme ça à cause de cette menace de la terreur qui faisait que les gens étaient obligés de conserver pour eux leurs idées. Voilà, c'est le book club de Régis Descotes aujourd'hui qui vient de nous parler de son roman C'est Topographie de la terreur à l'archipel. Donc c'est un thriller historique dans le Berlin des années 43. On va écouter, si vous voulez bien, Régis Descotes, un dernier extrait musical qui fait référence à votre parcours. Alors c'est vrai que Gainsbourg a fait chanter beaucoup d'actrices plus ou moins justes. Bon, ça c'est Catherine Deneuve. C'était pas son plus grand talent. Non, elle chante moins bien que Bardot et Birkin et Adjani en tout cas. En effet. Souviens-toi de m'oublier ce titre-là de chanson. C'est aussi le titre d'un de vos précédents romans. Tout à fait. J'ai écrit un roman d'amour un peu fantastique, construit comme un thriller, avec une sorte de savant fou pouvant intervenir sur la mémoire, pouvant effacer des souvenirs chez ses patients. Et le titre du roman était en référence avec la chanson ou c'est une pure coïncidence? Le titre, il a fallu que je demande l'autorisation aux ayants droit qui me l'ont accordé. Mais la chanson, en l'occurrence, n'apparaît pas du tout dans le roman. C'est juste la signification du titre qui m'intéressait. Mmh. Voilà. Même les assassins les plus méticuleux finissent toujours par être identifiés, vous pensez ça? Pas toujours, non. Non, il y a quand même beaucoup de crimes qui restent non élucidés. Non. Il y a un certain nombre de criminels qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Avec les progrès de la science, ça devient de plus en plus compliqué. Puis il y a toutes ces histoires de cold case qu'on essaie de reprendre. Non, donc non. Je pense que techniquement, il y a toujours des traces qui sont laissées sur une scène de crime. Il se trouve que j'ai aidé un technicien en scène de crime à écrire un livre dont je connais un petit peu le sujet. Mais les faits le prouvent bien qu'il y a beaucoup de crimes qui restent impunis. Mmh. Bon, on viendra vous voir. Si on veut commettre un crime, vous nous donnez des trucs pour pas se faire attraper. C'est ça. Est-ce que vous avez compris ce qui détermine les convictions idéologiques et les sympathies de chacun, notamment par exemple en Allemagne? Qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans un camp plutôt que dans un autre? Qu'est-ce qui fait qu'on collabore ou qu'est-ce qui fait qu'on est résistant? Alors, je parlais tout à l'heure du miracle économique qui a été provoqué par les nazis au pouvoir, qui a suivi la grande dépression, la grande crise, avec l'inflation monstrueuse qui a frappé l'Allemagne, et la famine, l'humiliation que l'Allemagne a subie suite à la défaite de 18 et au traité de Versailles. Donc il y a une volonté de revanche. Donc il y avait une proportion très très importante de la population qui vivait dans la misère, dans l'aigreur, dans le ressentiment. Il y avait un terreau très très favorable aux extrêmes à ce moment-là. Et quand le miracle économique arrive, puis les victoires militaires qui étaient notamment sur la France, qui étaient une revanche éclatante pour une bonne partie de l'Allemagne, on comprend qu'une partie de la population est basculée. Ensuite, il y a aussi des raisons plus, pas du tout nobles, au contraire. Il y a l'opportunisme. Par exemple, les mesures antisémites ont profité à beaucoup
d'Allemands qui ont pu récupérer des postes, voire récupérer des entreprises ou des biens matériels, voilà, ce genre de choses. Des œuvres d'art. Des œuvres d'art, tout à fait. Donc, il y a l'intérêt, il y a l'honneur, enfin, la fierté nationale, et puis en face, dans la résistance, il y a l'horreur provoquée par certaines politiques, notamment antisémites, ou d'expansion jugée assez délirante et dangereuse. Ensuite, ça dépend de la conscience de chacun, ça dépend de l'éducation que chacun a pu recevoir, de ses convictions profondes. Je pense que là, on fait appel à ce qu'il y a de plus profond chez chacun. Comment est-ce qu'on est immunisé en France ? Est-ce qu'on est immunisé en France ? Je ne sais pas si on l'est. Je ne vous ai pas demandé, je dis comment, parce que je ne voulais pas vous demander est-ce qu'on est immunisé, hein, parce que c'est vrai qu'on voit la montée des extrêmes et qu'on se dit qu'à un moment donné, peut-être que la prochaine fois, c'est ça qui va arriver. Oui, donc je ne pense pas qu'on est immunisé, mais comment est-ce qu'on est immunisé d'une manière générale, alors pas forcément en France, c'est par l'éducation. C'est par l'école, par ce qu'on enseigne à la jeunesse, et c'est par l'information, par la culture. Mais ça, c'est un travail, comme on peut le voir, c'est un travail quasi quotidien. Mais de même que les nazis ont réussi à enrôler dans leur programme toute une partie de la population par la propagande, par un lavage de cerveau permanent. Oui, et ça commence par le lexique. Et ça commence par le lexique. Et ça, c'est fondamental. Oui. C'est hyper important, le travail que vous avez fait dans votre livre. Tout à fait. Ça, c'est le premier livre que j'ai lu. Les éléments de langage. Ben oui, par exemple, solution finale, ça sonne mieux que extermination de masse. C'est plus... Ou désinfection. Ou désinfection. Ou réinstallation à l'Est, ça sonne mieux, c'est plus acceptable que déportation. Il y avait un lexique, hein, mais en vrai. Ah, il y avait un lexique en vrai, ouais. Et puis le ministère de la propagande, comment vous dire, chaque jour organisait des conférences de presse auxquelles étaient convoqués les principaux journalistes, à qui on donnait les éléments de langage et les sujets à traiter chaque jour. Donc la presse était entièrement contrôlée. Évidemment, toute la presse dissidente, opposante avait été supprimée du paysage, évidemment. Donc ça commence par là. Ça, c'est là, on contrôle les esprits, et par le langage. C'est important, ça, de pouvoir décoder les éléments de langage. Un journaliste qui écrit son propre journal, c'est normal ? C'est normal à une époque où il ne peut pas écrire ce qu'il veut dans le journal qu'il emploie. Qui c'est qui vous a inspiré le personnage d'Arnim ? Des personnages historiques que j'ai trouvés dans ma documentation. Parmi les multiples ouvrages que j'ai lus avant d'écrire ce livre, il y avait une dizaine de journaux intimes qui ont fait l'objet de publications. Alors, c'était des gens qui n'en pouvaient plus d'être obligés de se taire, de garder pour eux leurs idées, leurs révoltes, et qui donc couchaient sur le papier tous les jours ou presque leur révolte dans le secret de leur appartement. Alors en général c'était des journaux qui étaient datés au jour le jour, et c'est des éléments, des témoignages historiques extraordinaires, parce que sur un plan pratique, ça va vous dire que tel jour il y a eu un orage terrible, il y a eu des bombardements, tel monument, telle église, tel musée, tel hôpital a été détruit à ce moment-là, telle ligne de métro. Et puis, ces gens parlaient aussi de leur vie quotidienne et de ce qu'ils ressentaient. Donc, ça a été une source d'information, mais extrêmement précieuse. C'est quelque chose que quand on peut mettre la main sur ce type de documents, en l'occurrence, ça n'a pas été très dur, parce que c'est des livres, ils ont été publiés en livre. Oui. Ouais. Donc, ils peuvent être épuisés, mais par Internet, on les trouve. Aujourd'hui, c'est quoi les journaux intimes ? Aujourd'hui, en 2023, ils sont sous quelle forme ? À mon avis, c'est beaucoup sur, ça peut être sur son téléphone aussi. Je ne sais pas si un jour, dans 50 ans, quelqu'un se penche sur la guerre en Ukraine, ou
Et il y a forcément, dans ce type de... Qu'est-ce qu'il aura comme matériaux, finalement Dans ce type de période, il y a forcément c'est propice à l'écriture. Parce que quand on vit des événements extraordinaires, au sens propre, on a envie d'en garder une trace. Mais quoi de mieux dans ce cas qu'un simple bloc-notes. Et le papier a des chances de résister, on peut le garder dans sa poche, il n'y a pas besoin il n'y a pas de batterie, on écrit quand on veut, ça reste c'est immuable. Moi, ce qui me fascine, c'est la délation. Voilà, les gens qui balancent. Et c'était une époque de grande délation. Hein. C'était une époque de grande délation. Alors, il y avait, à mon avis, une petite proportion de délateurs par idéologie pure, qui étaient révoltés par ce que pouvait avoir dit le voisin. Mais il y avait aussi beaucoup de délateurs qui le faisaient par intérêt, ou par jalousie, pour récupérer l'affaire d'un concurrent, pour récupérer l'appartement au-dessus qui était mieux, pour récupérer la femme d'un rival amoureux. Voilà, et donc la police était submergée par ce type de courrier. Donc, maintenant, c'est Twitter. Hein. Ou les réseaux sociaux. Oui, de façon anonyme, oui, souvent, en effet. Oui, la délation, elle s'est pas arrêtée à cette époque. Non, elle continue aujourd'hui. Pas. C'est la forme qui a changé. Hein. Mais à l'époque, elle était vraiment encouragée par les autorités. Donc, vous pouviez avoir le sentiment d'être un bon citoyen. Un bon citoyen du Troisième Reich, si vous contribuiez à nettoyer le pays. Bien, Topographie de la terreur, c'est le titre de votre roman qui vient de sortir, Régis Descotes, roman coup de poing thriller dans cette Allemagne de 1943. Et bien sûr que Gerhardt a un secret. Il a un secret, mais ça on peut pas le dire. Mais il a un secret. Il a un secret qui est une faiblesse. Oui, qui elle-même a un secret. Absolument. Voilà, c'est le secret dans le secret. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce bon moment. On retrouvera l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et passez un très bon dimanche sur Beurre FM.